Je ne veux pas les présenter tout de suite. Merci à chacun de vous être joints avec nous, à nous. D'habitude, c'est là qu'on rit, mais vous êtes joints. Réveillez-vous, vous êtes joints. Oui, mon pote, il a dit. Oh, je vais prendre mes lunettes. Donc, vous savez, un peu le but de ce soir, c'est pas de dramatiser. C'est pas de dramatiser, c'est pas de banaliser non plus. On va essayer de vous apporter une information qui vous sera utile pour vous et votre famille. Alors, on commence comme ça. Petite introduction. Mercredi 1er juin 1927, à 10h du matin, légalisation de l'alcool en Ontario. Après 11 ans de prohibition, d'interdiction, l'Ontario s'apprête à ouvrir ses 18 LCBO. C'est la première fois qu'on crée des LCBO, nouvellement créés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une queue incroyable. Toutes les LCBO ont été prises d'assaut. Les chrétiens étaient paniqués. Même certains pensaient que c'était la fin du monde. Surtout ceux qui faisaient partie des ligues de tempérance. Mais les chrétiens n'étaient pas prêts à cette invasion de permissivité dans un monde décadent. 1927. Qui était né en 20... Non, je ne dirais pas qui était né. Demain, mercredi, encore un mercredi, tiens. Mercredi 17 octobre 2018, à minuit et 1 minute, légalisation de la marijuana au Canada, dans l'ensemble du Canada. Ça veut dire, en gros, que les Canadiens âgés d'au moins 18 ou 19 ans, selon la province, par exemple, au Québec, c'est 18 ans, en Ontario, c'est 19 ans. Ils pourront acheter du cannabis séché, de l'huile de cannabis, ainsi que des graines et des plants, dans les provinces où la culture est permise. En Ontario, vous avez droit à 4 plants par résidence, pas par personne. Vous pouvez pousser 4 plants. Donc, Pasteur Mathieu, tu ne pourras pas faire tes cultures intensives. Il lâche pas combien d'acres, lui. Il sera possible de posséder ou de partager jusqu'à 30 grammes de marijuana séchée avec des adultes. Ça, c'est dans quelques heures. 30 grammes. Entre parenthèses, ça coûte 10 $ le gramme. Dans les 12 mois qui suivront la légalisation, le gouvernement fédéral a promis de statuer sur les produits dérivés du cannabis, qui restent toujours illégaux. Les bonbons, les muffins, le hashish, tout ça, ça reste illégal encore. Ottawa devra fixer des balises pour encadrer la vente de comestibles et de concentrés comme le hashish. Les libéraux voulaient qu'il y ait 150 magasins en Ontario. En fait, on a décidé qu'il n'y aurait qu'un seul point de vente qui s'appelle la Société ontarienne du cannabis. Vous allez en entendre parler très souvent, vous allez voir, OCS en anglais. Donc il n'y a pas de magasin pour acheter. Là, on attend jusqu'en avril 2019 pour savoir si on peut avoir un magasin. La Société ontarienne du cannabis qu'on peut atteindre par Internet et qui renvoie par la poste, vos commandes par la poste, et le facteur devra vérifier si la personne a 19 ans, etc. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. La Société ontarienne pour le cannabis est top secret, on ne sait pas où elle est, on ne saura jamais où elle est. Vous imaginez pourquoi? Les gens qui y travaillent, on ne sait pas qui travaille, où, quand, comment, on ne sait pas. Donc ça, c'est la réalité. Ce soir, nous sommes là pour mieux comprendre les enjeux quotidiens de cette loi, car c'est une loi. Face à la légalisation de la marijuana, que penser, que dire, que faire? Alors maintenant, je vous présente mes invités. On a pensé inviter des experts dans leur catégorie. Tout d'abord, honneur aux dames, Janine Pierre-Charles, qui est conseillère en éducation spécialisée, qui fréquente les écoles ou que les écoles fréquentent depuis 15 ans. C'est une enseignante de terrain et c'est en même temps
une femme qui passe son temps, on peut dire, à régler des problèmes. Tu vas nous expliquer ça. Elle est dans une commission scolaire, elle est responsable de 4 écoles, dont une même qui est assez loin, hein? Cornwall, c'est ça, hein? Bon, Alexandria, oui. Ensuite, il y a Éric Lantier, qui est chroniqueur à la radio, mais qui a aussi une casquette de pasteur. Ça fait longtemps que je connais Éric, un pasteur dédié, consacré, mais aussi un pasteur informé. Donc il va nous parler, lui, il s'est intéressé beaucoup à l'expérience qui s'est passée aux États-Unis, au Colorado. Ça fait 5 ans que c'est légalisé au Colorado, donc il va nous en parler. Quels sont les effets? Est-ce que ça marche? Et puis, docteur Joseph Moins, qui est le mari de Josiane. Josiane, lève-toi. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Elle était pressentie à venir ici, mais elle a envoyé son mari qui, comme un grand seigneur, est venu pour nous. Alors Joseph, c'est un médecin généraliste, un médecin de famille, qui a un cabinet privé sur Inès, et c'est mon médecin en plus, et qui travaille à l'hôpital aussi. Il travaille à l'hôpital Montfort, et il travaille aussi dans un CLSC, c'est ça? Dans un... À Saint-Louis, c'est une résidence de personnes âgées. Résidence de personnes âgées. Alors Joseph, je vais commencer par toi. Vu que tu es mon médecin et que tu passes plus de temps à me questionner que moi je vais en profiter ce soir, je vais te questionner. Tu es à la question. Première question. Joseph, j'ai entendu parler que les médecins se préparent ces prochains jours, les urgences, les hôpitaux, se préparent à être submergés, non pas par une ligne de poteux, mais par une ligne de gens qui seront en crise ou en décompensation. Que les urgences ont fait leur plein d'épinéphrine, d'anxiolytiques et tout ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Donc, je suis là, médecin, c'est un peu trop fort. Je suis là d'abord comme chrétien pour partager mon expérience, mais aussi comme parent et citoyen de la ville. Donc, ce problème de marijuana me touche au plus haut point, non seulement pour moi et ma communauté, mais pour mes patients aussi. Pour répondre à ta question, je dirais que effectivement, comme tu sais, avec l'exemple que tu as donné tantôt, c'est que quand l'alcool a été légalisé, tu l'as bien dit, il y avait une file d'attente impossible pour se procurer l'alcool, même s'ils pouvaient l'avoir au marché noir. Alors, ça va être le même phénomène, fort probablement, avec la marijuana. Mais est-ce que vous, les médecins, vous avez été formés ces dernières semaines? Non. Particulièrement à ça? Ben, formé, c'est un peu trop dire. Il n'y avait pas une formation formelle, excusez la tautologie, mais on a été, comme toujours, on va dans les congrès, puis de plus en plus, on parle de marijuana. Je vais parler d'une petite anecdote pour te dire comment les médecins ne sont pas prêts. Dans un congrès où on était avec Josiane, justement, il y avait un psychiatre, mais je dirais qu'il travaillait pour une compagnie de marijuana. Puis là, avant le sujet, avant de commencer le sujet, il y a eu comme un sondage, parce que au congrès, très souvent, le but à chaque sujet, c'est d'apprendre à la fin du sujet. Alors, au début, on a posé la question à tous les médecins, je pense qu'il y en avait 500 environ, de savoir, êtes-vous prêts à prescrire de la marijuana? Puis 90% disaient non, on n'est pas prêt. OK, le psychiatre a dit, mon rôle ce soir, c'est de vous convaincre pour qu'à la fin de ma présentation, que vous soyez à l'aise d'en prescrire. Fait que là, il a donné tous les bons points de la marijuana, puis comment c'était bon pour la douleur, pour l'anxiété, tout ça. Puis à la fin, il a reposé la question de sondage. Êtes-vous maintenant prêt de prescrire la marijuana? Puis 90% encore ont dit non. Pour dire que les médecins sont convaincus que la marijuana, c'est pas bon. Le pot, là, c'est pas bon pour le commun des mortels, pour les patients, pour les jeunes.
Alors j'aimerais bien avoir l'avis d'un médecin sur la question, mais qu'est-ce que c'est que la marijuana? C'est quoi? C'est une bonne question. C'est le pot, le weed, comme la marijuana. Oui, la marijuana. La chimique, elle est composée, il y a deux composantes. Il y a le THC, puis le cannabinol, oui, qui est plutôt fonctionnel dans le sens de la marijuana médicale. D'accord, mais le THC, c'est ça qui te fait partir en... Le THC, il va en quelques 30 secondes, il peut aller jusqu'au cerveau, puis avoir les effets tout de suite. Ben là, c'est les effets spontanés pratiquement, mais il y en a d'effets plus aigus, un peu pour répondre à ta première question de dire à quoi les urgences doivent s'attendre. Puis ça, c'est une question qui intéresse le public aussi, de savoir quels sont les effets immédiats ou qui peuvent suivre dans les heures après l'ingestion de la marijuana. Essentiellement la fumée de la marijuana. Et là, je me base sur les dernières études qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Par exemple, un effet où on s'attend le moins, c'est une crise cardiaque ou un stroke, un accident vasculaire cérébral. Et des fois, ça peut être très jeune, puisque oui, très souvent, c'est jeune. Nous racontait, notre autre médecin nous racontait qu'elle a un patient à 35 ans. Oui, c'est ça. Puis c'est un drapeau rouge que les cardiologues ont sorti, que de plus en plus, vous allez en avoir. Ben, eux, ils en voient déjà parce que c'est consommé au marché noir. C'est pas parce que ça devient public qu'il y en aura moins, parce qu'il y en a déjà, oui. Donc, c'est des effets qu'on peut avoir. Donc ça, c'est les effets, c'est sur les effets immédiats. Oui. Est-ce que, à ce niveau-là, on pourrait comparer ça aux effets de l'alcool? Excusez-moi, je ne penserai pas. Parce que l'alcool, c'est plus un sédatif. Mais ma question naïve, c'est, excuse-moi, ma question naïve, c'est est-ce que l'alcool est plus dangereux que la marijuana ou la marijuana plus dangereux? Parce que souvent on entend ça. Ben, c'est difficile de comparer le chou à la salade, là, oui. Mais je dirais que tous les deux sont nocifs. Oui, et la marijuana, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on ne sait pas encore l'ampleur de sa nocivité. Alors que l'alcool, on a du recul, puis on peut dire que immédiatement l'intoxication à l'alcool, on sait exactement ce que ça peut faire. Mais la marijuana, on est encore en pleine étude et connaissance des effets que ça peut faire. Et il y a aussi des effets à long terme. Oui. Puis ce qui est encore plus important à signaler, il y a souvent on l'oublie, ce qu'on appelle la fumée secondaire ou l'intoxication involontaire. Les gens qui fument, c'est les parents qui ont des petits-enfants, ils ne se rendent pas toujours compte, surtout avec l'effet même de marijuana, on est un peu dans les vapes là. Oui. Puis on oublie qu'on a des petits-enfants. Puis là, c'est plus grave pour eux parce qu'ils peuvent aller en coma, des hypoglycémies très vite et en mourir. Il y a aussi les animaux de compagnie qu'on oublie très souvent. Oui, chiens et chats qui peuvent être victimes de ça. Oui, oui. On va voir plein de choses sur Facebook, parce que Facebook, les chiens, les chats, ça, il y en a pas mal. Ouais. Est-ce qu'il y a des risques particuliers avec la marijuana pour les personnes vulnérables? Oui, ce qui est établi, c'est qu'il y a un bon rapport de cause à effet, puis dans les deux sens, entre la marijuana et les personnes vulnérables, essentiellement dans la maladie mentale. Ce qui est établi, encore une fois, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est établi par les études que la marijuana, surtout chez les jeunes, c'est les plus jeunes, à 17 ans ou moins, peut conduire à la schizophrénie. Puis la schizophrénie, c'est quand même... c'est massif. Oui, je dirais une déchéance sociale.
si on peut l'appeler ainsi. Puis il y a une relation de cause à effet. Non seulement ça, donc la marijuana peut aller à la schizophrénie ou aggraver déjà les problèmes mentaux qui sont existants, surtout chez les anxieux. Très souvent, il y a cette idée de dire que la marijuana vous met plus à l'aise, vous fait aider dans le stress. Oui. C'est vrai dans un sens, mais dès que vous l'arrêtez, vous êtes encore plus stressé, plus inquiet. Oui. Et on sait aussi qu'à long terme, surtout chez les jeunes, prendre de la marijuana à long terme augmente l'agressivité. Oui. C'est paradoxal parce que ça calme, mais en fait, à long terme, on s'aperçoit qu'il y a plus de délinquance, un taux de délinquance qui est accru par l'agressivité. C'est ça. Donc, il se crée comme un cercle vicieux entre la maladie mentale et la marijuana. Ceux qui sont déjà malades, les personnes vulnérables, qui sont anxieux, qui sont dépressifs, qui ont des troubles de personnalité ou qui ont des problèmes sociaux divers, c'est le stress. Ils font ce qu'on appelle l'automédication, c'est-à-dire ils recourent aux substances qui peuvent les aider à calmer leurs problèmes. Mais là, après qu'ils aient calmé ça, avec la marijuana, qu'est-ce que ça crée? C'est la dépendance à la marijuana. Puis cette marijuana crée par le cercle vicieux les différentes maladies mentales. Donc il y a un lien direct. J'étais à Montréal il y a quelques années, je travaillais comme psychologue et le centre de désintoxication qu'on appelle le centre Dollard-Cormier, je ne sais pas si vous le connaissez, la majorité des demandes de désintoxication, 70%, étaient à cause de la marijuana. Bien sûr, on peut dire qu'il y a plus de gens qui fument de marijuana que de coke ou crack ou d'héroïne, mais 70%, c'est énorme parce que ça dépasse le taux d'alcool, le taux des gens qui veulent se désintoxiquer à l'alcool. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années, puis on persiste quand même. Et souvent, la schizophrénie, c'est quelque chose qui se déclenche quand on est jeune, surtout chez les jeunes hommes. Et tout d'un coup, ça s'inaugure par une sorte de dépression un peu bizarre. Et puis, on entre dans cet état qui est un état qui peut rester toute la vie. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la marijuana est prouvée être un accélérateur de cette vulnérabilité. C'est ça. Bon, on parlait tout à l'heure de médication. Alors, le pot médical, c'est quoi? Pot médical. C'est un peu trop simple à dire. On appelle plutôt ça la marijuana à des fins médicales. Ok, mais les gens vont grimper sur les tables, s'accrocher au rideau, ou bien qu'est-ce qui va se passer là si je prends du pot médical? D'abord, c'est quoi les indications? Oui, c'est ça. Comme j'ai dit, dans la structure de la marijuana, il y a le THC, qui est le moins souvent utilisé dans la marijuana médicale. On utilise plutôt l'autre côté qui est moins nocif au point de vue psychologique. Et la seule indication, c'est ça, on pense que c'est la voie la plus facile d'en avoir, mais la seule vraie indication que les études ont prouvée, c'est seulement dans les douleurs cancéreuses, douleurs chroniques cancéreuses. Il n'y a pas vraiment de preuve que la marijuana aide, par exemple, dans l'anxiété. Ou la sclérose en plaques. Sclérose en plaques. Des choses comme ça. Oui. Dans l'épilepsie, on a prouvé que, plutôt en laboratoire chez les animaux, qu'il y avait un effet positif pour diminuer les crises d'épilepsie, mais il n'y en a pas encore chez les humains, les études qui prouvent cela. Donc, je dirais que c'est comme... Ils vont avoir un superbe échantillon d'humains. Puis aussi, moi je dirais qu'ils se sont basés sur ça.
sur la marijuana médicale comme pour vendre un peu leur salade en disant on peut rendre légal la marijuana à des fins récréatives. Alors maintenant, la question qui tue, que je vous poserai à chacun, c'est est-ce que tu es pour ou contre la légalisation de la marijuana et pourquoi? Je vais laisser les autres invités parler parce que moi... Vous aurez chacun droit à cette question. Si j'ai compris, tu n'es pas très pour. Non, parce que là, je suis allé aux études au fait, pour voir s'il y avait des choses qui pouvaient me convaincre à changer mon avis. Ça, c'est important. C'est ça s'appelle l'esprit critique intellectuel. C'est même si je suis contre, mais s'il y a des choses, la science peut m'aider que non, les études prouvent le contraire, ben je vais me ranger à ça, oui. Alors, mais je suis contre, oui. Puis en parlant de ça, j'aimerais souligner quelque chose qui est positif dans les études que j'ai trouvées. C'est le rôle de l'Église. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait 2 seuls facteurs qu'on appelait les facteurs protecteurs contre la marijuana. Premier facteur, c'est les jeunes qui sont éduqués jusqu'à environ 17 ans à l'église, ils consomment moins de marijuana. Et puis c'est prouvé par les études. Deuxième facteur, c'est le mariage. Les gens qui sont mariés ils ont dit entre 20 et 30 ans, il y a moins de cas de consommation, non seulement d'exposition, mais de consommation à long terme à la marijuana. Donc c'est des facteurs protecteurs. Mariez-vous à l'église. C'est ça. Oui. Et restez à l'église. Oui, puis encourager le ministère de la jeunesse. Le ministère de la jeunesse, oui. Excellent. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Janine maintenant. Et... Pardon? Non, on va passer à Janine. On va passer le micro à Janine. Mais tu peux intervenir quand tu veux, hein, sentez-vous libre. Donc, Janine, les écoles. Est-ce qu'il y a du pot dans les écoles? Ah, OK. Belle question. Est-ce qu'il y a du pot dans les écoles? C'est sûr que la première réponse, ce serait non, il n'y a pas ça dans les écoles. Hein? J'aimerais bien dire non. En tant que conseillère, en tant qu'enseignante, je peux dire non, qu'il n'y a pas de pot dans les écoles. Tu fais alors, quel type de classe tu fais? Moi, je suis conseillère en éducation spécialisée de la maternelle en 12e année. Donc, je vois tout le monde. Les plus petits jusqu'en 12e année. Donc, je peux voir tout le monde parce que moi, je travaille avec les élèves qui ont des besoins particuliers. Alors, quand on parle de besoins particuliers, tous ceux qui ont des troubles d'apprentissage, le spectre de l'autisme ou en orthophonie, ergothérapie, donc aux besoins de psychologues, tout et tout. Donc, je m'occupe de ces élèves-là de maternelle à la 12e année. Et en lien aussi avec ceux qui ont le problème de consommation. Donc, alors, il y a de la consommation? Ah ben, oui, ben, quand on parle si on dit qu'il n'y a pas de pot dans les écoles, c'est sûr, ce n'est pas le conseil scolaire, ce ne sont pas les enseignants, ce ne sont pas les directeurs d'école. Ah bon? Mais par contre, nous savons que nos élèves viennent de milieux différents. Donc, des élèves viennent de milieux où les parents ont consommé, des amis ont consommé, où généralement, il y a des personnes mal intentionnées qui ont recruté des jeunes. Et puis, c'est par là que le cannabis ou le marijuana ou la drogue rentrent dans les écoles et c'est une réalité. Et nous faisons face, malheureusement, dans les écoles secondaires, à ce problème-là. Tu veux dire qu'il y a des gangs qui viennent dans les cours de récréation vendre de la drogue?
Est-ce qu'ils viennent exactement sur la cour de récréation? Je suis sûre que, parce qu'il y a des lois quand même, on ne les voit pas. Parce que même à l'école, il y a des lois. Si la direction voit qu'il y a un élève ou est au courant, etc., il y a le renvoi systématique, il y a tout. Mais cependant, les élèves, n'oubliez pas que les élèves viennent de plusieurs familles. OK? Et dans ces familles-là, il y a aussi la consommation. Alors, par le biais de ces personnes-là, puis tantôt je vais vous parler un petit peu un témoignage pour vous dire comment que ça rentre dans les écoles sans qu'on ne voit pas vraiment. Ce n'est pas une vente qu'on voit comme on peut vendre un Coca-Cola ou quoi que ce soit. Mais cependant, il y a des infiltrations. Et n'oubliez pas, surtout au niveau du secondaire. Vous savez, quand l'école se termine, vous voyez vos jeunes au Centre Rideau, vous les voyez à Saint-Laurent, vous les voyez... Ils parlent, c'est ça. Exactement, en train de chiller. Hein? Vous connaissez ce mot. Si vous avez des jeunes chez vous, vous allez entendre ce mot « chill ». Je vais chill. Alors, dans ce chill-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est ça. C'est comme ça que, malheureusement, que... Est-ce que, toi, tu penses, en tant que pédagogue spécialisé, que la légalisation de la marijuana va augmenter la consommation dans les écoles? Tout à fait. Tout à fait, je suis sûre que ça va augmenter. Pourquoi? Selon les recherches, et nous, entre nous, on parle, les jeunes, généralement, commencent à consommer à partir de 13 ans. Vous allez dire c'est tôt, mais à partir de l'âge de 13 ans, les jeunes commencent à consommer. Et arrivé à 17 ans, n'oubliez pas que la cigarette maintenant, ce n'est plus à la mode. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur pour vos enfants, des jeunes de 17, 18, 19 ans pour la cigarette. La cigarette pour eux, c'est pépère, mémère, OK? La cigarette, c'est old school. Mais le cannabis, c'est cool. C'est ça qui va arriver. Donc, oui, ils vont, parce que les jeunes consomment de toute façon pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. N'oubliez pas l'influence des pères. Oui. Pour être cool. Donc, c'est sûr, quand j'entends aujourd'hui à la télévision qu'on peut trouver le cannabis à 5 $, je dis à mon mari, quoi? 5 $? Tout le monde possède 5 $. Tous les jeunes ont 5 $. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Juste à entendre la légalisation, que j'ai le droit de le faire. Autrefois, je pouvais me cacher, mais j'ai le droit, puis tout le monde a le droit. C'est cool. Ben, qu'est-ce qui va arriver? Les jeunes vont acheter, puis sortir, puis le faire devant tout le monde, parce que c'est cool. Donc, il va y avoir une augmentation automatiquement, et nous allons voir les problèmes bientôt. Est-ce que, puisqu'on parlait tout à l'heure des raisons, pourquoi est-ce qu'on fume quand on est adolescent? Tu as un témoignage là-dessus qui serait quelque chose d'intéressant pour les parents qui ont des adolescents. Parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est à l'abri d'avoir un enfant qui se fasse influencer. Et une des raisons, vous allez voir ce que Janine va nous apporter, une des raisons est très fréquente, malheureusement. Oui, donc... comme j'avais dit tantôt, il y a plusieurs raisons que les enfants vont consommer. Premièrement, ils vont consommer pour être cool, OK? Pour se faire des amis. Parce que j'ai un gang d'amis, puis mes amis vont aller fumer, puis pourquoi moi, je vais rester en retrait? Donc, pour être parmi mes amis, pour être parmi mes pairs, donc je vais aussi consommer en même temps que les autres. Mais il y en a beaucoup d'autres raisons. Il y a des enfants qui sont vulnérables. Les enfants qui sont vulnérables, ce sont des enfants qui ont des problèmes familiaux, OK? Des enfants divorcés, des enfants où les parents consomment aussi à la maison. Il y a tellement de problèmes où ces enfants-là vont apprendre de cette situation-là que eux autres aussi vont consommer. Mais par-dessus tout, il y a aussi... ça, ce n'est pas une influence, mais en fait, comme par exemple, moi, j'ai un témoignage. Quand mon fils, la première fois que j'ai su qu'il a goûté à la drogue, je peux vous dire, c'était le choc. Le choc parce que, en tant que parents, mon mari et moi, c'était comme, c'est pas vrai, nous sommes trop chrétiens. Cela ne peut pas nous arriver. Nous sommes des chrétiens engagés, nous sommes 2 enseignants, nous sommes des professionnels, nous ne sommes pas des parents permissifs, ni autoritaires, nous savons quoi faire. Donc, pour nous, on était vraiment dans la norme. Donc, cela ne pourrait pas nous arriver, ça pourrait arriver aux autres, mais pas à nous. Mais malheureusement, il y a eu une situation qui est arrivée. Quand on a su ça, c'était le choc et on était... OK, à un moment donné, on veut savoir pourquoi. Parce que c'est sûr, après le choc, on commence à protester, mais on proteste contre qui?
On proteste contre quoi? Mais maintenant, il faut s'asseoir et regarder pourquoi. Quelle est la raison? En passant, je dis que les parents ont, surtout pour les parents immigrants, hein, quand nos enfants commencent à faire une bêtise, qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ceci, j'ai fait de grands sacrifices pour venir ici, pour te donner une meilleure éducation. Mais les enfants s'en fichent de votre sacrifice, OK? Comme pour eux autres, là, le sacrifice, ça commence pas à mettre tous vos sacrifices sur la tête de l'enfant. Ça passe pas, OK? Donc, nous, on était comme... On n'a pas besoin de parler de sacrifice ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a quitté? On était comme juste à s'asseoir en tant que parents et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et la racine, vous ne pouvez pas le croire, la racine, c'était quoi? L'intimidation à l'école. Et à l'école, il y a beaucoup d'intimidation. Ben, est-ce qu'on travaille? Oui, on travaille pour y arriver, mais il y en a encore. Et malheureusement, lui, il a été intimidé. Il était seul à l'école, et comme pour ceux qui connaissent mon fils, c'est pas un gars comme 6 pieds, puis costaud. Non, c'est un tout petit. Et la personne qui est plus vulnérable, ben, l'autre va s'acharner sur lui. Et lui, étant donné qu'il était seul dans une grande école secondaire, il se fait achaler, intimider à tous les jours. Moi, je me rappelle encore, et puis à nos jours, j'ai encore son courriel qui m'avait demandé, « Maman, est-ce que je peux quitter l'école? Inscris-moi dans une autre école. » Mais vous savez, pour nous, les parents immigrants, vous savez comment écrire non? N-O-N, non, caractère gras, police 72, c'est non, tu ne quittes pas l'école. Souligné 3 fois en rouge. Souligné 3 fois en rouge. On ne change pas d'école. Mais je n'avais pas compris pourquoi. Puis quand j'ai parlé à mon mari, c'était comme non, il ne quitte pas l'école, il veut aller suivre ses amis. Mais ce n'était pas ça en réalité. C'était l'intimidation et eux autres ne veulent pas en parler de l'intimidation. Parce qu'à un moment donné, ils vont en parler. On va aller voir le directeur, mais l'élève qui va être renvoyé, mais après 15 jours, il revient à l'école. Et ça devient pire. Donc, eux autres ne vont pas le dire. Donc il est coincé, vraiment. Il est coincé à un moment donné. Donc, que faire? Que faire? Bon, ben, étant donné, à l'école, il y a quand même la gang. Donc, lui, il s'est arrangé pour qu'il soit couvert par la gang, pour qu'il ne soit plus intimidé. Mais en faisant ça, vous faites aussi la volonté de la gang. Donc, tout ce que la gang va faire, exactement. Donc, c'est une des conditions. Oui, tu vas avoir la protection, mais en même temps, tu vas suivre la gang. Mais écoute, par la grâce de Dieu, nous, à un moment donné, quand ça s'était arrivé, on était en choc, mais à un moment donné, on s'est assis pour dire, écoute, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. La Bible n'a pas dit parfois le juste, rarement, quelquefois, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Quel conseil tu donnerais aux parents qui soupçonnent que son jeune perd l'appétit, ne vient plus manger à table, a un caractère renforcé, revient de l'école en retard, enfin, il y a toutes sortes d'indicateurs, de symptômes. Quel conseil tu donnerais à ces parents? La première chose que je dis toujours aux parents, c'est être alerte. Parce que je pense, dans un premier temps, il y avait des signaux, mais qu'on n'avait pas décelés tout de suite. Parce qu'on s'attendait, si c'était de l'agressivité, parce que les enfants cela peut se manifester de différentes manières. Si c'était de l'agressivité, je suis sûre qu'on allait le voir tout de suite. C'est comme, hey, tu me parles pas comme ça, hey, tu sais, mais c'était pas de l'agressivité. C'était plus un isolement social. Pas vraiment isolement, mais c'est comme, ben, j'ai pas faim, je suis fatiguée. Et puis nous, on était comme, bon, un grand gars qui dit qu'il veut rester dans son lit, qu'il n'a pas faim, puis qu'il est gentil, puis c'est beau. Oh, ces adolescents. Hein? C'est des adolescents, puis c'est beau? Non, c'est pas beau. Donc, il faut que les parents soient alertes pour détecter les signaux, pour voir et surtout en parler à vos jeunes. Parce que le cannabis, je pense, il ne faut pas juste dire « Oh, je suis chrétien, on rentre à l'église, alléluia, on chante. » Non, ça ne se passe pas de même. Il faut en parler puis s'asseoir et dire les vraies choses à vos enfants. Comme ça, ils vont savoir qu'est-ce qui se passe, que vous êtes aussi au courant de ce qui pourrait arriver. Mais si vous faites comme l'autruche, là, la tête dans le sable, ça n'aide pas. Oui, Joseph? Oui, c'est ça. Pour revenir à comment aider les parents à détecter, parce que c'est très important de détecter avant pour savoir prévenir, surtout éviter les conséquences et les complications. Alors, entre autres, c'est difficile de voir un adolescent. C'est comme un tableau un peu confondant.
Un adolescent, c'est normal qu'il reste dans sa chambre, qu'il n'ait pas d'appétit, qu'il mange quand qu'il veut, ainsi de suite. Mais c'est en connaissant son adolescent, c'est le premier effort, à savoir c'est quoi les habitudes de mon adolescent, mais est-ce que ces habitudes ont changé à un certain moment? Ça, c'est des 1. Mais il y a aussi d'autres symptômes. Quand tu parlais d'appétit, ça peut aller dans les deux sens. Ne pas manger ou avoir trop d'appétit. Donc, c'est vraiment connaître les habitudes de notre adolescent pour savoir détecter. Il y a aussi des petites choses comme le speech qui devient difficile un peu, comme il cherche ses mots, le langage, pas nécessairement le changement dans les termes, c'est qui sont les termes que tous les adolescents, mais c'est comme, on le reconnaît pas, sa façon de parler. Il y a les yeux qui deviennent rouges, surtout quand il vient de consommer. Ben, il est comme un petit peu agité, il reste pas en place. C'est des choses que les adolescents normaux ne font pas. Même si on peut avoir des caractères d'adolescents. Donc, c'est des petites choses qu'on peut détecter. Puis aussi, je voulais souligner les choses, ça c'est des alarmes, mais il y a des choses qui doivent nous faire décider d'amener l'adolescent ou c'est les gens qui nous sont proches directement à l'urgence. C'est très important de le savoir. Par exemple, les hallucinations, quelqu'un commence à voir puis entendre des choses que les autres ne voient pas. Par exemple, la perte de connaissance ou les convulsions, la fièvre qui ne baisse pas. Tu sais, il y a la fièvre de la grippe avec le nez qui coule, un peu de tout, mais une fièvre qui n'est pas trop en place puis qui s'en va pas avec le Tylenol, ou les douleurs thoraciques, les chest pains, c'est chez les jeunes, comme j'ai dit tantôt, les crises cardiaques sont de plus en plus fréquents chez les personnes qui consomment la marijuana. Ces symptômes-là, il faut pas attendre, il faut tout de suite amener la personne à l'urgence. Oui, merci. Merci. Je voudrais qu'on arrive à Éric, mais je veux te poser la question qui tue. Janine, est-ce que tu es pour ou contre la légalisation de la marijuana et pourquoi? OK. Moi, je suis contre, c'est sûr. En tant que professionnel de l'éducation, avec tout ce qu'on voit de nos jours, dans les écoles, on voit nos élèves après la consommation, parce que nous avons des services. Quand nous voyons des élèves, parce que qu'est-ce qui va arriver souvent, c'est l'absentéisme, les élèves qui s'absentent souvent, puis les élèves qui n'ont point d'énergie pour venir à l'école, ils font les travaux ne sont pas faits, il n'y a rien, puis une baisse de motivation. Il y a beaucoup ça, l'isolement social, une baisse de motivation. Parce que je peux vous dire, par la grâce de Dieu, c'est ce qui nous a sauvés. Et quand le docteur Moines parle de ça, je me rappelle que mon fils avait vraiment une douleur thoracique et on était partis en urgence. Mais qu'est-ce que j'ai pas aimé? Quand je devrais avoir le résultat, on m'a donné le résultat, on m'a dit, madame, il a 16 ans, on ne te donne pas le résultat. Donc je ne savais jamais qu'est-ce qui se passait. Et pourtant, c'était des situations comme ça. Mais donc, tu l'as conduit aux urgences. Oui, ça, c'est important. Donc, c'est ça. Donc, par la grâce de Dieu, sa note n'a jamais baissé. Il a terminé son parcours au secondaire. Il a même eu un prix la dernière journée d'école. Mais c'était la grâce de Dieu. Parce que généralement, la consommation, avec la baisse de motivation qu'il y a, avec l'isolement social, donc, c'est des manques de crédit. Puis ces élèves n'arrivent pas à terminer leur crédit, n'arrivent pas à avoir un diplôme secondaire, malheureusement, parce qu'il n'y a pas il y a des problèmes de concentration et des difficultés dans leur apprentissage. Donc, moi, je suis contre. Tu es contre. Bon. Oui. Maintenant, je vous propose, après ce moment un peu intime, on va essayer de prendre un peu de recul, d'essayer de voir un petit peu. Et Éric, par exemple, ça fait 5 ans que le Colorado a légalisé la marijuana. Qu'est-ce qui se passe au Colorado? Bien, ce qui arrive, c'est que souvent, on entend dire « si on légalise la marijuana, justement, ça va être accessible
ça va faire partie des mœurs, donc ça sera plus illégal. Puis le fait que c'est illégal, c'est attirant pour les jeunes. Ce qui arrive, c'est que 2 ans après la légalisation de la marijuana au Colorado, on a remarqué une augmentation de 34 d'arrestations de possession de marijuana dans les écoles. Donc, même si c'était légal pour les adultes, les jeunes ont dit, bien, puisque c'est légal, maintenant, c'est pas aussi grave. Donc, on a commencé à banaliser ça. Chez les 18-25 ans, il y a eu une augmentation de 5 de consommateurs, puis de 7,6 chez les 26 ans et plus. Le problème, c'est que, vous allez dire, bon, 5 7,6 c'est que, d'une part, il y a une augmentation des consommateurs, mais ceux qui sont consommateurs ou qui l'étaient déjà ont augmenté leur consommation. Et ce que ça a fait, c'est que ça a augmenté les achalandages dans les hôpitaux, ça a augmenté les frais d'hôpitaux qui sont reliés au cannabis. Puis, ce qu'on répertorie, là, c'est qu'il y a 3 fois plus d'interventions médicales reliées à la fumée secondaire provenant du cannabis. En 9 ans, donc, ils ont calculé un petit peu avant la légalisation, puis après, puis sur une période de 9 ans, il y a eu une augmentation de 516 des cas d'intoxication reliés au cannabis. Donc, 5 fois plus de cas qu'avant. Et dans certains cas, il y a des enfants qui ont consommé de la marijuana, soit consciemment ou inconsciemment, puis ça a amené des surdoses et même certains enfants sont tombés dans le coma. Il y a une augmentation de 44 des accidents fatals reliés à la présence du THC dans le sang. Donc là, des accidents de la route. Des accidents de la route qui ont causé des décès. Qui ont augmenté. Qui ont augmenté de 44 Incroyable. Et ça c'est pas comme des histoires inventées, c'est des cas répertoriés qui sont documentés. Et ça, c'est suite à ce qu'un État américain a légalisé la marijuana. Donc, c'est pas banal. Et j'écoutais ce matin l'émission de Mario Dumont et puis il invitait M. Marc Boris Saint-Maurice, qui, lui, ça fait des années qu'il milite en faveur de la légalisation de la marijuana. Puis ce qu'il a dit, il dit « On est heureux parce que la légalisation va enlever la stigmatisation qui est associée à cette plante. On enlève le côté négatif puis on le rend acceptable. » Et donc, en d'autres mots, Mario Dumont, il a dit, donc, vous êtes en train de dire que les jeunes vont banaliser la substance. Il dit, non, c'est pas ça. Mais c'est exactement ce qu'il a dit. Si on enlève la stigmatisation, si on enlève le côté négatif, c'est qu'on va banaliser. Donc, c'est l'effet premier que ça va faire. Mais ça ressemble un peu au fait que la marijuana, c'est naturel, l'alcool, c'est chimique, etc. Ou c'est bio. Et même dans nos églises, il y en a qui vont dire « Oh, moi, je ne suis pas religieux, je vais fumer un peu, parce que c'est avec les religieux qui vont se retenir. » Enfin, cette banalisation redoutable. Oui, tout à fait. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la Bible nous parle de la consommation de marijuana. Ah tiens, ça c'est intéressant. La Bible, parce que moi j'ai souvent entendu dire non, la Bible parle d'alcool. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais elle ne parle pas de la consommation de la marijuana. Mais ce qui est totalement une fausseté, c'est un mensonge même. C'est parce que le problème, c'est que nous, on a des traductions de la Bible. Quand on lit la Bible en français ou en anglais, on lit une traduction du grec. Mais dans le grec, le mot « drogue » est utilisé. Dans Apocalypse 9, 21, les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles, en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immortalité sexuelle, ni de leur vol. Mais le mot sorcellerie ici, c'est pharmakia. Pharmakia, ça ressemble à quel mot, ça? Ça ressemble à quelque chose, ça. Pharmacie. C'était les drogues. Ils ne se repentirent pas de leur drogue, de leur consommation de drogue. Apocalypse 18, 23, « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et l'on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre, que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie, par ton enchantement, par ton pharmakia, par les drogues. » Apocalypse 21, 8. 21.8, « Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers et à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, pharmakeus,
Aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc, les sorciers sont ceux qui provoquent les enchantements par des drogues. Apocalypse 22:15. Dehors les chiens, les sorciers, pharmakos, empoisonneurs qui préparent des remèdes magiques. Les pharmakos étaient justement des gens qui préparaient les drogues pour que les gens soient dans un état d'enchantement. Il dit ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, etc., les idolâtres et tous ceux qui aiment la pratique du mensonge. Et le dernier, Galates 5, 19 à 22, quand on dit les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie. C'est pas de faire des tours de magie avec des cartes, là. C'est pas du Harry Potter. Non, c'est pharmakia. C'est encore une fois, c'est de prendre part à des drogues pour être intoxiqué puis être enchanté. Alors, quand on dit que la Bible ne parle pas des drogues, elle dit que ça, c'est des œuvres de la chair. Et après ça, on parle de l'ivrognerie, des acceptables. Et après ça, on parle du fruit de l'esprit. Donc, c'est contraire au fruit de l'esprit de consommer de la drogue. Et si on dit que c'est pas biblique, c'est écrit noir sur blanc, il faut juste aller consulter les textes originaux. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Hein? J'aimerais poser une question un peu en contrepoint à ça. Pourquoi, au fond, on légalise la marijuana dans notre grand pays? Le Canada est un des pays les plus prospères, il fait partie du G7. C'est le seul pays qui va tolérer, qui va légaliser la marijuana. Les États-Unis ont 2 États, Colorado, Washington, mais le Canada, c'est tout le Canada. Ouais. Est-ce que tu as une idée pourquoi? Bien sûr. Premièrement, il y a un débat on a entendu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'on doit avoir des plants ou non dans la maison. Mais quand on étudie le Colorado, eux, ils avaient le droit d'avoir des plants dans la maison, de posséder des plants, mais ça a contribué à l'augmentation du marché noir. Même si c'est légal, à cause que les gens ont eu des plants dans la maison, sur leur terrain, ça a profité à ce que le marché noir augmente. Et même, il y a un article là-dessus. C'est sur la plateforme de Radio-Canada, ça dit 4 ans après avoir légalisé le cannabis, le Colorado face à un marché noir en croissance. Et l'argument principal qu'on dit pour légaliser, c'est pour couper l'herbe sous le pied du marché noir, alors qu'au Colorado, il augmente depuis que c'est légal. C'est complètement fou. Et ça, c'est comme si notre premier ministre n'avait jamais été au Colorado. Exactement. Mais écoutez bien, ça, c'est un article qui s'intitule, qui a été sur la plateforme du Journal de Montréal. C'est pas un chrétien évangélique, c'est pas un juif, c'est pas quelqu'un qui s'identifie comme religieux, qui a écrit sur le Journal de Montréal, qui s'intitule « Légalisation de la marijuana, trop d'argent en jeu ». Et l'auteur, c'est Mario Dumont. OK? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, à qui ça profite? L'industrie du pot, du cannabis. Eh bien, parmi ceux qui se sont lancés à fond dans le cannabis, il y a aussi une donnée politique. Il y a un nombre effarant de libéraux. Ce n'est même pas subtil. L'ex-ministre libéral Martin Cochon, président du Conseil de 48 North, est loin d'être le seul. C'est une entreprise qui est reliée à l'industrie du cannabis. Commençons par rappeler que Chuck Rifici, qui fut trésorier au Parti libéral du Canada au moment de faire élire Justin Trudeau, est l'un des plus gros joueurs au Canada en ce qui concerne l'industrie du cannabis. Il a été l'un des fondateurs des plus gros producteurs canadiens, Canopy Growth, et maintenant président du Cannabis Wheaton Income Corp. L'actuel président du géant Canopy Growth est Mark Zekulin, un ancien conseiller senior du ministre libéral des Finances de l'Ontario. L'ancien ministre sous Jean Chrétien, Herb Dhaliwal, est président des National Green Biomed, un producteur en Colombie-Britannique. George Smitherman fut l'un des piliers du Parti libéral de l'Ontario pendant des années. Il est maintenant l'un des piliers de THC Biomed. L'ancien directeur national du Parti libéral du Canada, Adam Miron, est maintenant directeur chez Hydropoticary, le premier producteur à avoir obtenu un permis au Québec. Terry Lake, un ancien ministre libéral de la Santé en Colombie-Britannique, vient de rejoindre cette compagnie. Quant à l'ancien ministre de la Justice de la Santé, sous Jean Chrétien, Alan Rock, il n'est pas dans l'industrie. Mais sa conjointe et son fils ont lancé Rock Garden Medicinal.
Une bande Alors, de joyeux à qui ça copains. profite, le C'est pote, ça. à les amis du pouvoir. Des joyeux Aux amis copains. du pouvoir. Mais pourquoi? C'est parce que ça représente beaucoup d'argent, j'imagine. Mario Énorme. Dumont disait aujourd'hui à TVA, il dit, ça ne rapportera pas à ces gens-là des millions, des dizaines de millions de dollars. Alors, vous voyez, on est en train de parler de réalité éternelle, puis ce soir, on parle de réalité temporelle. C'est pas fameux, hein? Je pense la dernière question que j'aimerais te poser, ou la dernière réflexion que j'aimerais introduire, c'est est-ce que ce qui est légal est forcément moral? Non, et je trouvais intéressant un article de Richard Martineau qui a été publié sur le Journal de Montréal Ce matin. ce matin. Sa réflexion était extraordinaire parce qu'il disait, par exemple, les bars topless, les bars de danseuses nues, c'est légal, mais est-ce que c'est moral? Et donc... Est-ce que tu en parlerais à ta femme? Oui. J'ai été dans un bar topless, tu sais chérie, très bon après-midi. Oui, c'est ça. Non, on n'en parlerait pas. Non. Alors, c'est pour ça qu'on est en train de banaliser quelque chose qui va nuire à la santé et quelque chose qui nuit au développement de nos jeunes. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que c'est l'État qui est censé protéger nos foyers et nos droits. Donc, en tant que citoyen, en tant que chrétien, on doit se soumettre à la loi, mais ça ne veut pas dire qu'on participe, dans le sens que cette loi n'est pas morale. Exactement. Et on n'est pas appelé à participer au mal de ce monde. Jésus dit, je ne les retire pas de ce monde, mais je les invite, puis je les appelle à ne pas participer au mal de ce monde. Et c'est pour ça que Dieu considère, comme les passages que je vous ai lus, considère que ça fait partie de ce que lui n'approuve pas, et même considère comme étant mal. Ça fait partie des œuvres de la chair, ça fait partie de ne pas être rempli de l'esprit ou animé du fruit de l'esprit. Pour terminer, la question qui tue, mais je pense déjà connaître la réponse. Es-tu pour ou contre la légalisation de la marijuana et pourquoi? Je suis contre pour plusieurs raisons. Premièrement, j'en ai déjà consommé avant d'être chrétien, de la marijuana. J'ai vu les effets, ce que ça a fait dans ma vie, dans ma tête, dans mon état psychologique. Ça a pris des années avant de me rétablir. Et j'ai un de mes enfants qui a dû aller en désintoxication et j'ai vu comment creux ça l'a amené et combien ça l'a démoli et que lui aussi, ça lui a pris des années à se relever. Et je peux dire que je me souviendrai toujours, dans les années 90, j'enseignais à ce moment-là dans une école au Saguenay. Et je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, là, ceux qui ont mon âge ou qui sont plus vieux, le capitaine Cosmos. À l'époque, avec ses amis, 2 morceaux de robot, là, mathématiques, il faisait la tournée dans les écoles pour justement de la prévention contre la drogue. Et il parlait aux jeunes. Puis il nous disait dans la salle des enseignants, avant de faire sa présentation, il dit moi, j'ai visité des gens qui ont eu des séquelles très graves à cause de la consommation de drogue. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que tous ceux qui ont commencé à prendre des drogues dures ont commencé par un joint. Ça ne veut pas dire que chaque personne qui commence par un joint va finir par une drogue dure, mais tous ceux qui se rendent aux drogues dures ont commencé par un joint. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci, merci, merci. On va laisser la parole maintenant à notre pasteur, pasteur Mathieu, qui va conclure cette soirée. Amen. Alors, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup à ce panel, vraiment très intéressant. Est-ce que, peut-être avant que vous sauviez toutes, est-ce qu'il y avait peut-être, on pourrait prendre une question ou deux, oui. Est-ce qu'on pourrait apporter le micro? OK, vous avez trouvé ma question spéciale peut-être, là, mais ça s'adresse à vous autres, là. C'est quoi qui est pire, OK? La Marie ou la boisson?
OK, non, mais allons, tu sais, ça peut être de différentes manières, là, mais c'est parce que c'est ceux qui ont légalisé la boisson. On parlait de ça tantôt, Patrick, le psychologue, en a parlé. C'est devenu légal, puis là, en tout cas, on voit ce que ça peut faire, mais par rapport à ce que ça peut faire chez quelqu'un, par rapport à l'addiction comme telle, j'aimerais savoir votre idée par rapport à ça, la boisson ou la Marie. On va rester à la Marie, là. Voyez-vous, il y a eu, en début de semaine, on voit un article dans Le Devoir qui a été publié lundi, cette semaine, hier, comme quoi la marijuana, par exemple, dans le sang, peut, après 5 heures, après avoir consommé, le conducteur n'est pas apte à conduire son véhicule. Alors que si vous prenez une bière ou si vous buvez en bas de 0,08, vous êtes en mesure de conduire. Déjà, en partant, il y a une indication qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Oui, tu as une question en arrière. Tu voulais rajouter? Oui, tu voulais. C'est bon. Donc, pour comparer les deux addictions, c'est un peu difficile parce que chacun réagit différemment. Chaque organisme est différent, puis il réagit différemment. Mais il y a des choses qui peuvent nous dire que la marijuana est plus grave, dans le sens que si on dit l'alcool, par exemple, ça ne donne pas la schizophrénie. C'est-à-dire, on peut être intoxiqué, c'est vrai que ça peut être grave. Mais à long terme, ça n'arrive pas à une déchéance sociale comme la schizophrénie. L'autre chose, c'est le métabolisme même. Donc, comment est-ce que ça va de l'ingestion à l'excrétion? Puis l'exemple que tu as donné est vraiment frappant. Comme on dit, quand on prend l'alcool, l'organisme s'organise d'arrêter à gérer d'autres substances et se fait la charge d'enlever tout ce qu'il y a comme alcool dans l'organisme. Donc, c'est déjà quelque chose de bien dans le sens que l'organisme a comme une priorité d'enlever tout l'alcool dans les heures qui vont suivre, alors qu'avec la marijuana, c'est pas la même chose. Au fait, il y a un effet non seulement que l'organisme ne peut pas l'enlever parce qu'il va se stocker au niveau des organes plus adipeux ou sous la peau. Et il y a un effet d'accumulation, c'est-à-dire quand on en a pris un joint, il reste dans l'organisme jusqu'à 45 jours. C'est pourquoi, entre autres, la GRC, qui est allée jusqu'à 45 jours à interdire à ces agents d'entrer dans un shift. Donc, si tu consommes la marijuana, il faut que tu attendes 45 jours avant de commencer un shift. C'est seulement la GRC. Alors que la police, il paraît que 8 heures après, si tu es bien, tu peux aller sur la route. Oui. Donc, il y a cet effet qui reste dans l'organisme plus longtemps. Alors, tu t'imagines, quelqu'un qui a pris un joint aujourd'hui, qui doit attendre 45 jours pour qu'il n'y ait pas de joint dans son organisme, dans les 45 jours, il va en prendre d'autres. Oui, puis l'effet va s'accumuler, puis je ne sais pas combien de temps ça lui prendra pour enlever tout ça. Et là, les risques d'avoir des complications est plus grand. Donc, en conclusion, marijuana, plus grave que l'alcool, mais chaque personne peut agir différemment. N'oubliez pas que la marijuana, comme il a dit, tout le monde qui va plus loin dans l'intox commence par ça, qui est comme une fenêtre à toutes sortes d'intoxications. Oui. Oh, merci. Une réponse très complète. Peut-être une dernière. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent en ligne, alors on vous salue. Il y a quelqu'un qui a une question. OK, vas-y, frère. C'est pas sur base de l'expérience que vous avez ou des connaissances que vous avez. Connaissez-vous des pays qui ont légalisé et qui sont revenus sur les décisions? Ça, c'est une question. Et puis, pensez-vous que la décision qui est prise au Canada, est-ce qu'elle est irréversible ou bien est-ce qu'elle peut être renversée par un autre gouvernement? Oui, 2 mots. C'est que
la décision, en fait, de légaliser, c'est une décision politique, sociale et économique qui n'a rien à faire avec le médical. On en a discuté tantôt. Et ce qui m'étonne, mais c'est comme tu as dit, on est dans le monde, mais on ne vit pas comme dans le monde, c'est ça? Parce que quand je suis allé voir les lois sur la légalisation, ils ont dit qu'avant d'adopter ces lois, ils ont fait des sondages. Puis 67% des Canadiens sont pour la légalisation. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'ils vont aller retourner contre la volonté populaire? Ça serait difficile. Bon, premièrement, on le sait, il y a le Colorado, il y a l'État de Washington qui ont légalisé la marijuana, il y a l'Uruguay qui a légalisé la marijuana, mais il n'y a aucun gouvernement qui va revenir en arrière là-dessus. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que ça veut dire que toutes les batailles sont perdues? Non. Mais écoutez bien ce que Mark Clayman a dit. Mark Clayman, lui, là, il a été un spécialiste des politiques des drogues, puis il a été consultant pour l'État de Washington, parce qu'eux autres, ils ont légalisé juste un petit peu après le Colorado. Il dit, voici le conseil que je donne aux Canadiens. Observez le modèle américain, puis faites exactement le contraire. La chose qu'on peut faire, maintenant, on peut, si on ne peut pas vaincre le mal, on peut régulariser le mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que une des forces les plus puissantes qu'on a, vous ne le savez pas, ça, mais c'est d'appeler son député. Appeler son député, ça a le plus de puissance qu'une pétition de 100 000 noms. 10 appels dans un comté fait trembler un député. Vous ne saviez pas ça, hein? Mais si vous appelez vos députés, il va y avoir des élections fédérales là, bientôt. Là. Dites, moi, j'aimerais ça que la légalisation de la drogue, parce que tous les spécialistes de la santé disent qu'avant 25 ans, c'est encore plus dommageable. Je veux que ça soit à 25 ans. Je veux que, par exemple, les plantations ne soient pas accessibles dans les maisons ou que, personnellement, on ne puisse pas avoir de plantation. Déjà, si on fait ça, on va réduire le crime organisé. Puis déjà, si on fait ça, on va réduire les cas de santé mentaux. On va restreindre les dommages. Puis à chaque fois, si on peut avancer comme ça, bien, à un moment donné, l'arbre, il va manquer de branches puis il va pousser moins de fruits. C'est bon. Wow! Quoi rajouter? Juste quelques personnes en ligne ont dit « Les gens souvent recherchent ce qui est illégal comme défi. » C'est tellement vrai. Donc, risque de se tourner vers les drogues dures. Et puis, c'est tellement, on en a parlé, les dangers. Il y a aussi Marie qui dit « Le monde peut bien être mêlé, les corps policiers ne s'entendent pas. » Tu veux rajouter quelque chose? Écoutez, c'est drôle parce que je donnais cet argument-là avant que le gouvernement Trudeau soit au pouvoir parce que c'était son intention de légaliser. Puis tout le monde riait de moi. Puis aujourd'hui, Mario Dumont, Paul Arcan lancent cette argumentation-là. C'est que le fait que le pot soit légal, s'il est vendu 10 $ le gramme, le crime organisé, pensez-vous qu'ils vont perdre des millions puis des milliards de dollars? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre 5 $. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les jeunes vont l'acheter où? À la Société du cannabis ou au crime organisé? Les autres, ils vont dire, l'argument, c'est qu'on on va vendre du pot de meilleure qualité, il y aura moins de produits chimiques, puis ça va être testé, puis ça va être contrôlé. Mais où est-ce qu'ils vont l'acheter? C'est encore dans les parcs, puis c'est là parce qu'il va se vendre moins cher. Alors, écoutez, c'est un leurre de dire que le fait que c'est légalisé, ça va mieux contrôler. Oui, bon. Wow, c'est vraiment bien répondu. Puis... je pense que ça va être bon. Je pense qu'en tout cas, comme Église, je pense vraiment... J'avais un passage que j'aimerais vous lire ce soir, juste en terminant cette soirée. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à tous ceux qui ont participé? Excellent. Des fois, tu dis, qu'est-ce que tu peux rajouter après ce qu'ils ont tout dit? Mais souvent, comme Église, on veut faire comme l'autruche qui a été mentionné. On veut juste se cacher et cacher le problème. Et en tant que parents, on vous avertit de regarder dans vos familles, regarder chez vos enfants, puis soyez alertes. Et c'est des signes, mais aussi, il ne faut pas cacher les choses sous la table jusqu'à temps que ce soit, comme Janine le disait, que ce soit trop tard. Il faut en parler. Il faut vraiment approcher nos ados, dire, écoutez, est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu ressens? Tu sais, des fois,
de juste passer à côté puis dire, bon, mon enfant, il ne saura pas. Oui, à l'école, il va le savoir. C'est de s'asseoir avec eux, d'élaborer, de partager, de leur expliquer les passages bibliques qui étaient partagés par notre frère. C'était excellent. Et aussi, je crois qu'il y a un passage que moi, je voulais partager dans 1 Pierre 5, 7 à 8. Vous savez que la plupart du temps, moi, j'ai consommé aussi, mon père a consommé, ça nous a apporté toujours à quelque chose de plus fort. Toujours. C'est pas assez parce que tu deviens résistant. C'est comme n'importe quelle drogue. Tu deviens plus résistant à la drogue à longue. Et puis dans 1 Pierre 5, 7 à 8, ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Le terme ici, c'est « soyez sobre ». Lorsque tu fumes la marijuana, tu n'es plus sobre. Et lorsque tu consommes, c'est comme si, j'ai mis une ligne ici, si l'apôtre Paul était vivant aujourd'hui, il dirait sûrement « ne soyez pas intoxiqués par THC, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit ». On a mentionné, notre frère Éric a mentionné justement que ce qui suit toute la débauche et les choses, l'impudicité et la pharmacia et les termes de droguer, c'est le fruit de l'esprit. Alors, c'est un contrefait dans le sens. C'est quelque chose qui va à l'encontre des fruits de l'esprit. Nous, comme Église, on veut manifester les fruits de l'esprit. On veut se tourner vers Dieu pour notre consommation et non vers la drogue. Vous savez, aujourd'hui, on doit se tourner vers la prière, vers Christ, vers les choses de Dieu. C'est la meilleure consommation. On peut être stone du Saint-Esprit. Amen. On peut être rempli de l'Esprit. Ne soyez pas ivres, mais soyez remplis de l'Esprit. Ça s'applique à la même chose. S'il y avait de la marijuana à l'époque qui aurait fumé, c'est un problème dans les églises. L'apôtre Paul dit, ne soyez pas stone, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, j'espère vraiment que vous avez reçu ce soir. J'espère que ça a été une bénédiction. Amen. Québec, ça s'applique à vous. Lac-Saint-Jean, tous ceux qui sont en ligne. Merci d'avoir été ici. Et si jamais vous avez d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous à centreveil@centreveil.com. On va même prendre le sujet davantage, écouter à la prière au courant de la restant de cette semaine, de 9h à 10h. Tous les matins, on va rentrer encore dans le sujet pour avoir vraiment le maximum d'influence chez nos écouteurs. Et puis, je sais que M. Éric Lantier aussi a parlé définitivement à la radio. Et puis, c'est de vraiment... Tu sais, tous les problèmes de schizophrénie, ça fait peur. Juste pour ce simple fait, si tu es jeune, touche pas. Si tu crains ces choses-là, c'est mieux de ne pas toucher. Amen. En tout cas, Seigneur, on te remercie pour cette soirée. On te remercie pour ton peuple, Seigneur. On te remercie comme Église aussi, Seigneur. On est conscient de ces choses et on est conscient des dangers que l'ennemi rôde et qui veut détruire les familles, veut détruire les vies. Et Père, on te remercie pour tout ce que tu vas faire. Merci que tu as parlé au cœur ce soir et tu parles au cœur de tous ceux et celles qui nous ont écoutés en ligne. Et Père, merci que ton Saint-Esprit apporte la conviction à ton peuple dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Alors, bonne soirée. Ceux qui ont besoin de prière ou qui ont des questions peuvent venir devant.